Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur et bienvenue sur l'Horror News Interview numéro 19. Dans cet épisode, j'ai eu la chance d'aller visiter le musée du cinéma et de la miniature à Lyon et j'en ai profité pour vous ramener une interview. J'ai donc eu la chance de m'entretenir avec Romain Oulès, responsable éditorial et technicien du musée. Salut Romain et merci d'avoir accepté mon invitation. Et pour le coup, on n'est pas chez moi, on est plutôt chez toi aujourd'hui. Oui, tu es au musée du cinéma et de la miniature à Lyon. D'accord, alors est-ce que tu pourrais justement te présenter à nos auditeurs s'il te plaît ? Oui, du coup je m'appelle Romain Oulès, je suis responsable éditorial au musée du cinéma et de la miniature et je m'occupe également des restaurations. Ok, alors quel est ton rapport au fantastique et à l'horreur ? Eh bien je suis, je pense comme toi, un très grand amateur et fan de films d'horreur et films de science-fiction. J'ai grandi avec des parents cinéphiles qui m'ont donné tout leur amour pour le cinéma et du coup après je suis devenu maquilleur en effets spéciaux pendant plusieurs années. J'ai bossé pour la télévision, beaucoup internet avec Joueurs du Grenier et d'autres copains du web. Et un jour, on m'a appelé, on m'a dit « Bonjour, on est le musée du cinéma et on aimerait beaucoup travailler avec toi. » Et ça s'est fait comme ça. Donc le cinéma d'horreur fantastique, c'est quelque chose qui m'a bercé toute ma vie, qui nourrit mes journées de travail et mes nuits nocturnes à regarder des films. Donc ouais, c'est ça. Ok, alors est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ce musée ? Oui, alors du coup, nous sommes un musée privé situé dans le Vieux-Lyon. Nous sommes l'une des plus grandes collections d'objets de cinéma au monde, ouverte au public. On a des plus grandes, mais en tout cas, en termes de musée, on est le plus grand. Et on est très fiers de ça. On est surtout à Lyon, la ville, le berceau du cinéma, donc c'est encore plus cool. Et on est content, ouais. On est très fiers de ce lieu et de cette collection. Ok, alors du coup, il existe depuis combien de temps ce musée exactement ? Le musée a été fondé en 2005, donc ça fait faire bientôt 20 ans que le musée existe. Et il a été racheté, un changement de direction il y a quelques années, donc en 2020 si je ne m'abuse, juste avant le Covid. Et donc du coup, c'est un peu le renouveau du musée en ce moment. On est en train de tout revoir, on est en train de dépoussiérer un peu le bâtiment. Et surtout, on est en train de créer une nouvelle collection qui est peut-être plus moderne, plus adaptée au grand public, avec des pièces plus récentes comme Avengers, Star Wars. Et oui, on fait évoluer le musée comme évolue le cinéma. Oui, effectivement, c'est important de se renouveler. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la genèse de ce musée ? Parce que il date pas d'hier. Hein ? Il date pas d'hier. Donc du coup, le fondateur Dan Hallman était un maquettiste, un miniaturiste pour être exact. Donc il faisait de magnifiques miniatures, il faisait des reproductions de lieux lyonnais, mais aussi de parfaites inventions. Et il avait monté son petit musée, le musée de la miniature, qui a eu un franc succès à son ouverture. Et le destin a fait que une mécène pour être exact, est tombée amoureuse de ces miniatures et du coup s'est liée d'amitié avec l'ancien directeur. Et donc du coup, à eux deux, ils ont fait l'acquisition de ce qu'on appelle la Maison des Avocats. Donc, c'est un des plus vieux bâtiments de Lyon, c'est un bâtiment Renaissance. Et c'est là que le musée de la miniature s'est implanté. Mais pas que, parce que du coup, cette personne a désiré intégrer une collection cinématographique. Donc ça a commencé avec le décor du parfum. Et après, ça a petit à petit évolué avec des pièces de cinéma mainstream comme Alien, avec la reine Alien qui est arrivée il y a quelques années, des Predator, Terminator. Donc, et petit à petit, le musée s'est rempli d'accessoires de cinéma. La miniature, du coup, on a eu beaucoup moins. Et dans la tête des gens, c'est devenu le musée du cinéma. Et là, avec le changement de direction, du coup, avec notre directeur actuel, Julien Dumont, qui lui aussi sort du cinéma, étant réalisateur, producteur et ancien maquilleur en effets spéciaux. Donc là, il est en train de tout axer sur la culture populaire et cinématographique. Et donc, du coup, on va encore plus mettre en avant le 7e art, en sachant qu'on a une collection de à peu près 10 000 pièces, en comptant ce qu'on a en réserve, et 2500 accessibles au public dans le musée, intramuséal. Alors, à ton niveau, quand est-ce que tu as pris conscience un peu de l'importance de sauvegarder toutes ces pièces ? Alors moi, si tu parles d'un point de vue de préservation, j'ai toujours été conscient, à titre personnel, que le cinéma, c'est le 7e art. Donc du coup, on parle d'œuvres et pas d'accessoires, pas de props, de répliques. Donc ça rentre totalement dans une logique artistique. Le problème, c'est que le cinéma, c'est un art populaire, c'est très mainstream. Je veux dire que c'est même le cinéma, l'art le plus mainstream, qui est accessible à tous. En plus, maintenant, la question, c'est qu'est-ce que le cinéma ? On peut en parler d'un lieu, là où les gens allaient voir du cinéma. Maintenant, le cinéma, c'est sur ton téléphone, c'est sur ta tablette, c'est à la télé.
Donc il y a aussi l'évolution du mindset, de comment les gens s'approprient le cinéma. Nous, muséalement parlant, c'est à nous d'éduquer donc du coup ce public en disant non, ce n'est pas juste de la consommation, le cinéma, c'est pas juste une place achetée, un popcorn ou dans son lit, c'est toute une démarche. Il y a des équipes, il y a des auteurs, des artistes qu'on appelle les mains du silence, qu'on ne connaît pas et qui font des choses incroyables. Donc du coup, ce que vous voyez au musée, c'est pas que le costume de Hellboy, c'est des heures et des heures de travail, c'est de la sculpture, c'est de la peinture. Le cinéma, c'est le seul art qui regroupe tous les arts. Donc c'est un peu le boss final des arts, hein. Ça c'est encore une fois que mon point de vue, mais sans architecture, on n'aurait pas de décor, sans peinture, on n'aurait pas de maquillage, et tout ça, ça crée une sorte d'art parfait, quoi. D'accord. Alors, j'imagine que t'es pas tout seul pour mener à bien cette mission. Combien de personnes composent l'équipe et quels métiers y sont représentés ? Alors, on est une vingtaine au musée du cinéma et des miniatures. En cadre, on doit être 5 personnes. On s'occupe essentiellement de la com et de la vie du musée, parce que la communication, c'est quand même une grosse partie du travail. Faire connaître le musée, d'ailleurs, on a encore beaucoup de travail à faire, parce que même si le musée est ancien, le public était très régional, tu vois, c'est les touristes qui viennent à Lyon, etc. Là, non, là, on a une vraie mission patrimoniale. Il faut faire connaître le musée à travers la France et le monde. Et c'est quand même triste de se dire que les Américains connaissent mieux le musée que nos amis français. Donc, du coup, là, on a un vrai rôle, une vraie mission à faire sur le plan national. Après, nous avons un production designer. Donc, c'est celui qui va insuffler un nouveau style, une nouvelle vibe au musée en créant des espaces avec du décor, de l'immersion. Et ensuite, on est très polyvalent. Donc, comme je te disais, moi, je faisais des effets spéciaux avant. Donc là, je m'occupe officiellement de l'éditorialisation du musée. Donc, en gros, je suis le mec qui parle de cinéma au musée du cinéma. Mais à côté de ça, du coup, je fais de la restauration. C'est-à-dire, des fois, on a des pièces qui sont fatiguées. On parle de pièces qui ont des fois 40, 50, 60 ans. Les accessoires de cinéma, ce sont des objets éphémères. Tu tournes ton film, et c'est pas prévu que ça aille dans un musée de base. On passe à autre chose. Donc du coup, ce sont des matériaux qui pourrissent, qu'il faut entretenir, qu'il faut surveiller. Du coup, moi, mon travail, en plus de l'éditorialisation, ce sera avec mon directeur et ma collègue Lisa, de préserver ces pièces. Du coup, on va parler de Lisa, donc elle qui s'occupe de la préservation des pièces que tu as eu la chance de voir en réserve. Donc c'est notre archiviste, on va dire. Donc elle connaît toutes les pièces par cœur. Et donc du coup, son travail à elle, c'est un peu ses bébés. C'est vraiment une maman qui regarde ses enfants. Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont tout beaux? Et s'ils sont pas tout beaux, qui c'est qu'on appelle? C'est pas les Ghostbusters, c'est Romain et Julien. Du coup, on y va et on répare les pièces. Ça marche. Alors, des pièces, justement, il y en a combien dans le musée ? Alors, dans le musée accessible, il y en a 2500, en sachant que quand on parle de pièces d'un point de vue muséal, c'est chaque page, chaque image est une pièce. C'est-à-dire quand tu parles d'un script, on ne dit pas que le script c'est un objet. Le script, c'est chaque page est un objet. Donc du coup, la collection, ça peut monter très très vite haut. Donc au musée, on a 2500 pièces et en réserve, on a encore 8500. Donc ça fait à peu près 10 000 pièces en tout. Et du coup, comment est-ce que vous les faites tourner ces pièces ? Parce que j'imagine que si vous avez environ 10 000 pièces, tu me disais, il y a bien une rotation. Oui, tout à fait. Donc du coup, en tant que musée, on a le devoir de partager donc, nos pièces. Donc du coup, on fait tourner non pas les pièces intramuséales, donc notre musée, mais on les fait tourner aussi chez nos confrères. Donc par exemple, on a un partenariat avec la Cinémathèque française, où là, on leur a confié pendant quelques mois notre costume original du Xénomorphe de Aliens de James Cameron, notre costume original du T-1000 de Terminator 2. Ensuite, il y a une exposition à Enghien-les-Bains, les magiciens du cinéma, où là aussi, on va leur prêter des pièces pour le montrer à des personnes qui ne peuvent pas aller sur Lyon, etc. Donc, déjà, ça nous fait plaisir de partager ces pièces avec nos collègues musées, mais aussi, c'est de notre devoir patrimonial de faire connaître ces pièces au plus grand nombre. Et ouais, la culture n'a pas de frontières. Tout à fait, mais je vous invite quand même à venir jusqu'à Lyon pour découvrir tout ça, parce que c'est vraiment assez extraordinaire, et puis ça vous ramène instantanément au moment où vous avez découvert ces chefs-d'œuvre du 7e art. Ah oui, du coup, je n'avais pas fini de répondre à ta question. Une fois que ces pièces partent dans les autres musées, et du coup, nos restes de pièces qu'on a en archive,
viennent au musée, et du coup, tu parlais de turnover, donc du coup, ça tourne tout le temps. Ça marche. Alors, est-ce que tu pourrais me parler un peu des différents réseaux justement par lesquels vous récupérez ces pièces et puis comment vous les choisissez? Alors, à l'époque, récupérer des pièces de cinéma, c'était beaucoup plus facile. C'était de niche, c'est-à-dire les connaisseurs de studios de cinéma ou comment on accède à ces pièces-là, c'était quelque chose de très secret, de très restreint. Donc du coup, il y avait de l'opulence. On pouvait récupérer facilement ces pièces. Aujourd'hui, il y a un vrai engouement, c'est normal, c'est générationnel. Les gens qui grandissent avec le cinéma veulent aussi une part de leurs souvenirs dans leur salon. Alors c'est un peu cliché de dire ça, mais des gens qui ont les moyens, eh ben, ils veulent se faire plaisir, ils veulent acheter un vrai overboard, un vrai casque de Dark Vador. Donc du coup, il y a maintenant une sorte de concurrence entre les entités, les musées, mais aussi le grand public. Il y a des sites d'enchères, par exemple, ou même nous, les musées. Donc du coup, on va pour acquérir des œuvres. Et à côté de nous, on peut maintenant avoir Monsieur Tout-le-Monde qui veut se faire plaisir et qui veut aussi acheter son accessoire de cinéma. Donc tu as les ventes aux enchères, ou alors on a directement la collaboration avec les studios d'effets spéciaux ou de décors, où là on a des partenariats. Donc dès qu'ils finissent un tournage, ils nous envoient les accessoires du film. Là, je peux citer par exemple les ateliers de Simon Weiss en Allemagne. Donc c'est le maquettiste et décorateur de Wes Anderson. Et dès qu'ils finissent un tournage, on récupère du coup les accessoires du film. Pas tout, parce que ça ne... Alors là, tu as vu, en plus, les réserves, elles débordent de joyeuseté, donc on ne peut pas tout prendre. Mais on essaie d'en sauvegarder le maximum. Et ensuite, la troisième possibilité, c'est se lier d'amitié avec les anciens techniciens ou des collectionneurs et les acheter du coup en B2B directement avec l'artiste qui crée les œuvres. À l'époque, ça se fait moins maintenant, parce que maintenant tout est archivé, on sait exactement combien d'accessoires sont fabriqués pour un film. Aujourd'hui, les souvenirs de tournage, c'était monnaie courante. Donc du coup, tu as plein de techniciens qui partaient de tournage de Star Wars, de Seigneur des Anneaux, etc., avec un souvenir. Ils récupéraient une lampe, ils récupéraient une épée. Et ces gens-là, maintenant, ils savent qu'ils ont des petits trésors à la maison, et il y en a certains, au lieu de les vendre aux enchères ou à des mecs qui le garderaient pour eux, ils ont la démarche, je veux dire, intellectuelle et culturelle, de se dire, j'ai un accessoire de film, je veux le confier dans un musée, il faut que les gens voient ça, quoi. Donc ça, c'est ma partie préférée. J'adore discuter avec les collectionneurs et les anciens techniciens, parce qu'en plus, ils ont plein d'histoires à raconter, étant donné qu'ils étaient sur le tournage, donc quand ils te confient un objet, ils te confient aussi leurs souvenirs. Et ça, c'est la meilleure expérience. Et alors, dans tout ça, il y a peut-être des fois des partenariats avec d'autres musées où vous prêtez entre vous certaines pièces? Oui. Nos partenariats, donc j'en parlais tout à l'heure, c'était par exemple avec la Cinémathèque française, donc à Paris. On a fait déjà 2 expositions avec eux, avec la nouvelle direction, donc l'art de James Cameron, qui est actuellement en cours. Et avant, il y avait une exposition sur les films d'agents secrets. On avait prêté l'hélicoptère James Bond, des costumes, etc. Et ensuite, il y a Anguin-les-Bains pour les PIDS. C'est le festival des effets spéciaux numériques. Et donc là, il y a une exposition toujours en cours qui s'arrête bientôt, le 27, il me semble. 27 mai 2024. Et du coup, là, on avait prêté un costume Batman, un fac-similé de Predator, du costume de Predator, tiré par les équipes de Stan Winston, peinte par les équipes de Stan Winston. C'est une pièce magnifique. Et du coup, on est content de la récupérer, mais on a été aussi content de leur prêter. Ça marche. Alors, ces pièces, du coup, elles sont restaurées quand vous les recevez et puis ensuite au long cours, j'imagine. Combien de pièces en moyenne vous restaurez chaque année? Alors, restaurer une pièce, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Du coup, la restauration, elle se fait de manière ultra précise et on sélectionne, on a une sorte de planning et on se dit, ok, donc cette année, on va mettre le cap sur ce costume. Donc là, à l'occasion, cette année, ça a été la restauration du costume du Xenomorph de Aliens et du costume UT-1000 de Terminator 2. Là, ça a été une restauration express parce que l'exposition L'art de James Cameron arrivait. Donc du coup, il a fallu retraiter le latex parce que le costume était en mousse de latex. Donc du coup, tout s'effrite. Il y a plusieurs étapes dans la destruction d'un costume en mousse de latex. En gros, au début, le costume va devenir poisseux. En gros, une matière ne sèche jamais. Une matière, ça continue de vivre, etc. Et d'autant plus quand elle est statique. Le fait qu'elle soit toujours en mouvement, ça lui permet de garder une certaine flexibilité, une certaine vie. Là, c'est sur un mannequin, donc ça ne bouge pas.
Et petit à petit, ça va sécher, mais sécher à mort jusqu'à tomber en lambeaux. Et cette matière, elle va passer par une étape elle va devenir poisseuse. Alors c'est très particulier. En gros, ta matière va devenir toute visqueuse. Et le costume d'alien du xénomorphe, on en était presque à cette étape-là. On était juste avant. Donc du coup, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il a fallu stopper ce phénomène chimique et du coup remplacer les parties qui ont été donc asséchées et qui sont tombées en lambeaux. Donc c'était pas méchant ce qu'il y avait sur le xénomorphe. Il y avait la queue, le bout de la queue a été détruite. Donc du coup, il a fallu la reconsolider. Donc là, avec des techniques secrètes, comme tout bon pâtissier, on a nos petites recettes secrètes. Du coup, il a fallu refaire une partie de la queue, les mains qui étaient en latex. Alors les mains, c'est intéressant les mains. En gros, quand tu transpires, ta transpiration est pleine d'acidité. Et l'acidité vient ronger le latex est une matière organique. Donc non seulement elle va venir assécher la matière à cause de la salinité de la transpiration, et en plus ça va venir la ronger. Donc les gants, ils étaient foutus. Les gants, ils étaient vraiment en 1000 morceaux. Donc là, quand vous allez voir la pièce, on voit qu'il y a des retouches, on voit que ça a été reconsolidé, etc. J'ai des photos, c'était un puzzle. C'était vraiment... si on avait des centaines de morceaux de mains à venir se dire, ok, donc ça va là, ça va à un tel endroit, etc. Donc on a 2 équipes. On a une équipe qui va s'occuper de reconstituer les mains, et ensuite ça part à la peinture. Donc ça finit par moi. Mais après, je fais tout le paint job une fois que les raccords de colle et tout sont faits. Sauf la queue, je l'ai faite de A à Z, parce que en gros, quand eux faisaient les mains, moi j'étais chargé avec une sorte de pâte magique de venir greffer sur la queue, en fin de compte, une nouvelle texture, une nouvelle peau. Et cette matière que j'utilise, elle reste souple. Donc du coup, c'est ce que je te disais, ça permet à ce que la matière reste toujours en mouvement et toujours qu'elle garde cette souplesse et qu'elle ne se rigidifie pas et qu'elle ne tombe pas en lambeaux. Donc du coup, pour revenir sur ta question, on en restaure en moyenne 1 à 2 par an. Alors, actuellement, on a un projet secret de restauration d'un monument du cinéma de science-fiction. Là, ça va nous prendre, je pense que ça va nous prendre plusieurs mois, ne serait-ce même peut-être une année pour le restaurer. Mais oui, 1 à 2 par an, je dirais. Et la moyenne de temps sur une restauration comme ça, bon, j'imagine que ça dépend de la pièce et de l'état de dégradation. Ça dépend de la pièce, ça dépend de la matière. C'est difficile, je pourrais pas te répondre. Par exemple, tu vois, les matières silicone, en plus, on utilise ce qu'on appelle sur les prothèses, par exemple, du gel de silicone. C'est la même matière que les prothèses mammaires, tu vois. Donc, on est sur une matière qui périme, mais qui tient beaucoup mieux dans le temps. Donc, ces matériaux-là, le silicone, la résine, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réparer dans... pas forcément à l'instant T, on pourra laisser traîner un peu. Et on va dire, on ne les restaure pas, mais on les maintient dans leur jus. Le latex, par contre, ça s'effrite, comme je te disais. Donc ça, il va falloir plus de temps pour le restaurer, parce que ton puzzle demain, et ben, ça se fait pas en 2 jours, donc ça sera plusieurs semaines. Faire le mannequinage, etc. Donc, compte plusieurs semaines jusqu'à 1 an, selon la taille. Et là, dans ce que je vous parle tout à l'heure, c'est très grand. Teasing. Alors, avec tout ça, j'imagine que vous recevez pas mal de monde. Combien de visiteurs à peu près chaque année ? Alors, on fait 310 000 visiteurs par an. Et c'est une fierté pour nous parce que nous sommes un musée privé. On n'est pas un musée public. Donc, du coup, on n'a pas d'aide de l'État, on n'a pas d'aide externe, sauf parfois des mécènes qui aiment le musée, etc. Mais c'est très rare. Hein. Donc, notre seule façon d'exister, eh bien, c'est sur les visiteurs. Et nous, on est très heureux et très fiers de se dire qu'on est l'un des musées les plus visités de France. On doit être facilement dans le top 10. On est vraiment, j'allais dire, un des musées préférés des Lyonnais et des environs. Et est-ce que tu connais un peu la composition justement de ce public ? Plutôt jeune, moins jeune, français, étranger Alors, nationalité, on a toute nationalité. Alors, ce qui est rigolo, c'est comme tout à l'heure, je plaisantais en disant les Américains connaissent mieux le musée que les Français. Donc, ça, c'est une véracité. C'est-à-dire dites-vous bien que les graphistes et artistes de chez ILM sont tous venus au moins une fois en secret au musée pour le visiter. Donc, c'est assez incroyable de se dire que toute l'équipe d'ILM est passée par le musée en France. Mais nos visiteurs majoritaires, ce sont les familles. Donc, alors là, du coup, et pareil, là, c'est intéressant parce que du coup, on s'aperçoit aussi que là, les
la culture cinématographique, elle change et on passe sur de nouvelles générations. Tu vois, moi qui suis fan de Ghostbusters, comme toi, ou de Hellboy, etc., et que moi, à 14 ans, je regardais Hellboy, et maintenant, les gamins de 14 ans, ils se disent « Mais c'est quoi Hellboy ?» Et du coup, là, tu fais « Oh mon Dieu, je prends un coup de vieux, c'est terrible !» Mais pourtant, c'est pas vieux Hellboy, ça a même pas 10-20 ans, non Ah si, ça a 20 ans. Ouais, bah non, mais je te dis n'importe quoi, c'est très vieux du coup. Donc, non, du coup, beaucoup de familles, essentiellement. Les cinéphiles, parce que c'est vrai que quand tu aimes le cinéma, en plus on est très éclectique. Nous, au musée, on aime le cinéma avec un C majuscule, c'est-à-dire il n'y a pas de sous-cinéma, il n'y a pas de cinéma élitiste. Le cinéma, il se voit autant avec un verre de vin qu'avec un verre de coca. Tu peux autant aimer Godard et aimer Terminator. Et on essaye vraiment d'éduquer les visiteurs et les cinéphiles, bizarrement, parce qu'il y en a pour beaucoup, qu'il y a une sorte de petite bataille, un peu comme la guerre des consoles. Bah, t'as la guerre des cinéphiles, tu vois. Et nous, on n'est pas du tout dans ce mood-là. Le cinéma, on l'aime dans sa généralité. Donc tu peux autant tomber sur des plaques en verre de Méliès, avec la caméra de Vertigo d'Alfred Hitchcock. Et à côté de ça, tu vas tomber sur une tête coupée de X-Files. Donc on est très éclectique. Donc on essaie de faire plaisir à tout le monde. Et je pense que c'est une des forces du musée. Alors je confirme, pour l'avoir visité avant l'interview, j'étais comme un dingue. Donc je vous invite encore une fois à venir faire un tour au musée, à découvrir ça par vous-même. J'ai vu notamment une expo sur SOS Fantôme. Alors des expos comme ça, combien vous en faites à peu près chaque année ? Alors on va plus parler d'espace que d'exposition. On essaie de faire un espace par trimestre, c'est-à-dire... Déjà, ça permet à ce que les fans du musée trouvent toujours de la nouveauté. Et même pour nous, parce que nous, dans l'équipe des cadres, on est quand même des cinéphiles. Et ça nous fait plaisir et ça nous fait respirer de un peu voir le musée changer. On voit pas les mêmes pièces, etc. Donc ça fait plaisir aux visiteurs autant qu'à nous d'offrir des espaces différents. Mais ouais, comptez bien un espace par trimestre, j'allais dire, différent. Alors, les espaces, ça peut être comme Ghostbusters, que tu as vu. Avant, ça a été Drew Struzan. Là, c'était une exposition sur un affichiste qui a fait les affiches de Hook, de Star Wars, etc. Je te dis trimestriel parce que là, j'ai le planning en tête de ce qui va arriver les prochains mois. Donc, pour l'instant, je peux pas vous dire parce que rien n'est acté encore à 100%. Mais en tout cas, en ce moment, on est dans une logique trimestrielle. Jusqu'à présent, c'était plutôt tous les ans, il y avait une expo. Alors, c'est pour ça que je te parle plus d'espace que d'expo, parce que l'exposition, ça se travaille sur une année. Là, maintenant, on préfère travailler sur des espaces, parce que c'est plus petit, c'est du coup plus facile à gérer de manière rapide et efficace, et surtout, ça fait plaisir aux gens. Il y a de la nouveauté tout le temps. On n'est pas dans une logique de on va poser des pièces et ça va rester comme ça à mourir pendant un an. C'est pas du tout l'intérêt pour le public et pour nous. Alors du coup, avec toutes les pièces que vous avez dans le musée, est-ce que tu pourrais m'en donner une que vous avez eu particulièrement du mal à acquérir ? Alors oui, en plus on va taper dans l'actualité. Du coup, c'est pas difficile de trouver les pièces, on sait où elles sont. Tout est, en vrai, il y a une traçabilité qui est assez militaire. On sait à peu près où sont les pièces. Or, des fois, forcément des choses qui se perdent. Mais entre les ventes aux enchères, les collectionneurs, etc., les studios d'effets spéciaux, on sait à peu près où se trouvent les objets. La problématique, ça va être le budget. Il y a certaines pièces qui sont à la vente et non pas au don. Il y en a qui peuvent être en prêt. Mais nous, ce qu'on veut en tant que musée, c'est acquérir des pièces. Il faut que ça rentre dans les archives. Parce que c'est pas pareil. Entre un don et une acquisition, l'acquisition, elle devient muséale. Donc l'objet est officiellement une œuvre d'art à exposer au grand public, et ce pour viva aeternam, c'est pour toujours. Et du coup, l'objet roulement de tambour le plus difficile à avoir, pour moi, ça a été le casque de Dark Vador. Non, c'est paradoxal ce que je vais dire, c'est que ça n'a pas été difficile de l'obtenir, parce que du coup, on a de la chance d'avoir des contacts, mais on sait que ça ne se reproduira plus jamais. Et c'est ça, là, on parle de quelque chose, on ne peut pas faire plus iconique que Dark Vador. Et donc, du coup, c'est un peu le Graal de tous les objets de cinéma. Donc, alors, je dis pas qu'on ne va pas avoir d'autres trucs cool dans le futur. Regarde, tu as vu les pattes de Velociraptor de Jurassic Park. Ça aussi, c'est iconique, c'est incroyable, etc. Mais là, on parle quand même du plus grand méchant de toute l'histoire du cinéma. Et c'est chouette. C'est très chouette. Et quelle est la pièce la plus ancienne que vous ayez dans vos murs ?
La plus ancienne, c'est du coup des plaques sur verre de Méliès. Du coup, on a un de ces chefs-d'œuvre, donc Voyage sur la Lune. On a des plaques sur verre, des impressions de Méliès. Donc, c'est aussi vieux que le cinéma. Donc, je pense que je ne peux pas faire mieux que ça. Effectivement, on revient à la base. On revient à la base. Ça, et donc tu as vu la caméra d'Hitchcock, mais aussi on a la canne de Charlie Chaplin, qui est en réserve et qui est absolument superbe. Et pour la petite anecdote, j'ai eu la chance d'amener mes parents voir ce que je fais. Et quand ma mère a vu la canne de Charlie Chaplin, elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle n'en revenait pas de tenir dans ses petites mains. Elle avait les petits gants, tu sais, de musée, là, pour pas faire des... Et elle a dit, c'est incroyable, qu'il y a la canne de Charlot... Ah bah là, tu as littéralement de l'histoire dans les mains. Et c'est vrai que là, pour avoir vu tout ça, quand on voit toutes ces pièces que vous avez, c'est chargé en fait d'une aura, d'une certaine mystique en fait. Et c'est vrai que là, tu parlais des griffes de Raptor. Quand je les ai vues tout à l'heure, ça me fait quelque chose parce que c'est un film que j'ai découvert dans mon enfance. Donc effectivement, ouais, c'est chargé d'émotions. Oui, je suis d'accord. Alors, quelle est ta pièce préférée ? Waouh. Ma pièce préférée du musée. Alors, j'en aime une énormément, mais elle n'est pas au musée, elle est en réserve. C'est une pré-maquette. En gros, quand tu lances un film, que tu fais tes concepts de monstres, tu passes du dessin à des maquettes, donc des modèles très très réduits de ton maquillage ou de ton monstre. Et en réserve, on a une statuette sculptée par Rick Baker en plasticine de singe, la planète des singes de Tim Burton. Et ça fait partie de mes objets préférés. Alors déjà, visuellement, elle est très belle, mais aussi par la symbolique. C'est que tu vois les coups d'outils, tu vois les empreintes digitales de l'artiste dessus. Donc du coup, chaque histoire a un point de départ, et cette maquette est le point de départ. Et le fait d'avoir ces coups d'outils, ces empreintes de doigts, etc., c'est là que tu te rends compte qu'il y a un mec derrière l'œuvre. Et ça, je trouve que cette pièce, elle est vraiment superbe. Donc on va dire, là c'est quand même très de niche, ce que je te dis. Une pièce mainstream exposée au musée, je dirais le costume du xénomorphe que j'ai restauré. Parce que du coup, je suis fan d'Alien. Donc pour moi, c'est un des plus grands monstres jamais imaginés, du coup par Giger et Rambaldi. Là, ça a été donc redesigné pour le film de Cameron par les équipes de Stan Winston. Donc je suis fan d'Alien, et en plus je me dis que j'ai participé involontairement 40 ans plus tard un peu tu vois, au costume. Donc ouais, sentimentalement, en plus c'est la première œuvre que je restaure au sein du musée. Donc j'ai commencé par l'Alien avec ma collègue Lisa. Donc ouais, sentimentalement il y a un truc autour de ce costume. Bah techniquement maintenant tu fais partie de l'histoire d'Alien, hein. Un peu, ouais, j'ai jamais pensé. Sans pression évidemment. Alors, est-ce que tu aurais des anecdotes ou des rencontres marquantes à partager ? Par le biais du musée, donc là, je suis pas là depuis suffisamment de temps. Donc, ça fait 4 mois que j'ai pris le poste de responsable éditorial. Donc, j'ai rencontré Renato. J'ai eu la chance de rencontrer Renato Casaro. C'est un artiste affichiste qui a peint l'affiche de Conan le Barbare. Et Conan le Barbare, c'est mon film préféré. Donc, j'ai été très ému de rencontrer ce monsieur. Parce que son affiche, je l'ai, elle est chez moi, elle est encadrée. Elle est mythique celle-là en plus. Hein. Elle est mythique. Alors pour la petite anecdote, c'est marrant. Il y a un film que j'adore, qui a été édité d'ailleurs il n'y a pas longtemps chez Le Chat qui fume, qui s'appelle Chéri 2000. C'est une sorte de sous-Mad Max, Blade Runner, c'est un peu bizarre. Il y a une histoire de poupée gonflable, cybernétique. Bon bref, regardez Chéri 2000. Mais j'ai l'impression que je suis un peu un des rares êtres humains sur cette terre à avoir vu Chéri 2000. Et il s'avère que Renato Casaro a peint du coup l'affiche de Chéri 2000, et il a même des songbook et tout. Il nous montrait toutes ces affiches qu'il a peintes en disant alors j'ai fait des peintures magnifiques, des chefs-d'œuvre, mais j'ai aussi fait des nanars. Il tourne les pages, et en tout petit en bas d'une page il y a Chéri 2000. Et là je suis avec mon directeur, le responsable des collections, Renato, sa compagne, et moi je fais oh mais c'est Chéri 2000. Et là il y a eu un grand blanc. Et Renato, il me fait mais tu connais ce film de merde? Et du coup, j'ai explosé de rire. J'ai dit mais oui, mais j'adore Chéri 2000, c'est trop bien. Et du coup, on était mort de rire. Et bref, du coup, Julien, mon directeur, qu'on salue, il a dit mais je crois bien que tu es la seule personne sur Terre à connaître ce film. Et je dis non, c'est faux. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Manifestez-vous. Je suis sûr que nous sommes légion.
Donc, ouais, ça, Renato, c'était très drôle. Après, j'ai rencontré Kevin Pike. J'ai eu la chance de rencontrer Kevin Pike. C'est le superviseur des effets spéciaux de Retour à le futur, de Moonwalker, qui est un monsieur admirable d'une gentillesse folle, qui adore le musée. Et on va encore retravailler avec lui. J'ai aussi la chance de rencontrer Shinichi Wakasa. C'est le designer du costume et créateur du costume de Godzilla pendant l'ère Millennium, à la fin des années 90 et 2000. Donc pareil, j'aimerais beaucoup travailler avec lui. Et là, dernièrement, du coup, là, le musée est très fier de pouvoir maintenant dire qu'on va collaborer avec Olivier Afonso, du coup, que tu as rencontré, avec qui tu as enregistré ton podcast. Donc Olivier, donc, qui est un des plus grands maquilleurs français d'effets spéciaux, créateur de monstres. C'est un peu le Rick Baker français. Et on est très heureux, du coup, de pouvoir collaborer ces prochaines années avec lui. Là, on a récupéré l'un des requins de Sous la Seine, film réalisé par Xavier Jans, qui sort le mois prochain, au mois de juin, sur Netflix. Donc c'est un requin dans la Seine qui mange des gens, etc. pendant les JO. Donc ça a l'air très rigolo. Et du coup, on a eu la chance de récupérer pour quelques mois l'un des requins du film. Et il est vraiment chouette. Pour l'avoir vu, c'est vrai qu'il est très sympa. D'ailleurs, j'ai bien hâte de découvrir le film. On peut pas vous en parler de ce requin parce qu'il spoil. Et du coup, gardez-le pour le film. Alors, c'est l'instant un peu reco. Est-ce qu'il y aurait un film ou une série qui t'a mis une claque dernièrement et que tu auras envie de recommander? Alors là, je sors du cinéma, je sors de la Planète des Singes. J'adore la saga Planète des Singes, que ce soit la saga première des années 60, même le film de Tim Burton, je l'aime beaucoup. Et la dernière trilogie, quoi. Du coup, maintenant quadrilogie, j'ai beaucoup aimé le dernier Planète des Singes. Et les effets spéciaux, ils sont dingues. Les plans dans la vraie vie avec la nature et tout, c'est magnifique. Je peux dire des trucs vieux? Sans problème. Fury 2000. Ah non, par contre, non, si, on peut dire un truc. Parce que du coup, on se connaît, en fin de compte, d'un certain point de vue, grâce à un film. Est-ce que ce serait pas le moment de parler de ce film? C'est vrai qu'on peut en parler. Bon, alors du coup, il y a un de mes films de cœur qui est réalisé par Denis... Toby Hooper. Denis, c'est l'autre. Toby Hooper, pardon. C'est Life Force. Life Force avec Mathilde Amey. Donc, je vous le recommande chaudement. C'est du grand n'importe quoi. Il y a eu 1 milliard de scénaristes sur le truc. C'est un film qui est complètement schizophrène. À un moment donné, ce sera un film d'extraterrestre. À un autre coup, ce sera un film de vampire avec des zombies. Un peu d'érotisme, quoi. Il y a un peu tout dans ce film. Et en série télé, dernièrement, j'ai vu Fallout, qui était génial, que j'ai trouvé vraiment top. Mais je vais remonter dans quelques années plus tôt. Je retourne dans le passé. Regardez Tchernobyl. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'en ai entendu énormément de bien, mais je ne l'ai pas vu. Alors pour moi, c'est ces 10 dernières années, c'est le meilleur truc sorti, quoi. En termes de storytelling, d'effets spéciaux, de jeux, etc. Tchernobyl, ça a été assez incroyable, quoi. Et je le maromate très souvent. Et surtout qu'elle est je la trouve très d'actualité avec tout ce qui se passe un peu partout. Donc regardez Tchernobyl. Alors justement, quelle est l'actu du musée? Alors, l'actu du musée. Donc là, on a reçu pour le May the Force Be With You, donc la journée internationale de Star Wars. Nous avons fait l'acquisition du blaster de Han Solo, le DL-44, donc qui est exposé actuellement au musée. Mais la grosse nouveauté, donc du coup, c'est enfin, on va placer le casque de Dark Vador au musée le 15 juin 2024, et la présentation du casque au public sera avec Brian Weir, c'est le sculpteur du casque de Dark Vador, qui sera présent le 15 juin, et qui va faire 2 masterclass, une à 14h et une à 16h. Et donc du coup, ce sera l'occasion de discuter avec lui de comment il a créé le casque, d'où il puise ses designs, et surtout, est-ce que quand il a sculpté le casque de Dark Vador, il était conscient qu'il allait concevoir le plus grand méchant de tous les temps. Donc... alors là, tu vois, tout à l'heure on parlait d'émotion, etc. Rencontrer, moi qui adore sculpter, c'était en plus mon ancien boulot. Rencontrer le mec qui a sculpté Vador, ça me fait quelque chose, quoi. Ah ouais, c'est une pure icône, c'est clair. Donc oui, voilà, en nouveauté, il y a ça, c'est pas mal. Un blaster d'Han Solo et le casque original, un des casques originaux de Star Wars épisode 5. Oh, c'est pas Chéri 2000, mais ça se défend. D'accord. Ça se défend. Alors, où est-ce qu'on peut suivre le musée et son actu, justement? Alors, en ce moment, on est beaucoup sur Instagram, mais ces prochains mois, on va s'ouvrir sur les plateformes TikTok et YouTube. Sur YouTube, on est en train de mettre au point une série de documentaires sur les effets spéciaux et sur le cinéma, sur la pop culture. Donc là, on a un docu qui va sortir sur Drew Struzan cet été,
alors là c'est une petite vidéo, mais surtout on aura aussi des docus exclusifs. Par exemple, on parlait d'Olivier Afonso, donc peut-être qu'il y aura quelque chose sur Olivier, et aussi sur nos objets en réserve. Donc on aura peut-être un format où vous allez suivre un archiviste dans les réserves, et on va vous présenter donc chaque accessoire, comment ça marche, etc. Et peut-être qu'on fera alors c'est encore, là ce que je vous parle, c'est vraiment des teasers, parce que c'est encore en plein brainstorming. Mais en gros, on a des sortes de visites avec des célébrités qui vont venir au musée, qui vont se balader dans le musée, et on va juste discuter cinéma avec eux, et qu'est-ce que ça leur fait d'être nez à nez avec la reine alien. Donc on essaie de mettre ça en place, et surtout de se mettre à jour, parce que comme je te disais, le musée il est vieux, il a 20 ans, il a malheureusement pas évolué sur le média internet, le média web. Donc là, c'est notre mission maintenant de nous ouvrir au monde. Parce que aussi, il faut penser qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas dépenser un billet pour aller au musée et offrir du contenu gratuit sur YouTube comme les documentaires, quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Et c'est une façon à nous d'offrir un peu une part du musée au plus grand nombre. Oui, c'est vrai que c'est important de rendre tout ça accessible et de le faire vivre. Donc ça y participe. Alors, c'est le moment où on va attaquer les fameuses questions rapid fire. Ok, ça roule. Donc, tu as le choix entre réponse A ou réponse B. L'idée, normalement, c'est de répondre assez rapidement et succinctement. Mais si tu as envie de développer, il n'y a aucun problème. Ok, ça marche, on est parti. Allez, on est parti. Plutôt John Carpenter ou Sam Raimi? John Carpenter. Plutôt VO ou VF? Non, ça dépend. Avant ou après 2000, la VF? VF. Plutôt Greg Nicotero ou Tom Savini? Nicotero. Plutôt cinéma ou home cinéma? Cinéma. Plutôt Alien ou Aliens? Alien. Plutôt David Cronenberg ou Stuart Gordon? Cronenberg. Plutôt gore ou horreur psychologique? Gore, bien sûr. Plutôt Guillermo del Toro ou Peter Jackson? Dur. Guillermo del Toro. Et enfin, plutôt Life Force ou Massacre à la tronçonneuse? Ah non, Massacre à la tronçonneuse, mais ça me fait vraiment du mal. Mais Massacre à la tronçonneuse, objectivement, et qui est bien meilleur. Ça marche. Voilà, et bien j'en ai terminé avec mes questions. Merci énormément Romain d'avoir pris de ton temps pour y répondre. J'invite tous nos auditeurs à venir découvrir le musée en direct live, découvrir toutes ces pièces extraordinaires. Dans tous les cas, je vous invite également à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux du musée pour vous tenir au courant un peu de tous ces nouveaux espaces qui vont arriver et puis venir donc découvrir ou redécouvrir, parce que maintenant qu'on sait qu'il y a une rotation régulière, on peut y venir régulièrement. Voilà, toutes ces merveilles dans le musée. Dans tous les cas, vous trouverez tous les contacts vers le travail du musée, que ce soit les sites internet ou les réseaux sociaux, dans la description de l'épisode. En tout cas, perso, je suis impatient de découvrir les projets vidéo. Merci beaucoup, c'était trop cool. J'ai passé un super moment. De même. Je te dis à bientôt, salut. À plus.